Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci d'être là. Le 10 juillet 1985, dans la baie d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, un bateau de l'association Greenpeace, le Rainbow Warrior, était coulé par le fond par un attentat perpétré par l'État français. À l'occasion de cet attentat, un photographe, Fernando Pereira, est décédé. Et samedi dernier, l'association Greenpeace a procédé à la commémoration de ce 30e triste anniversaire de ce sabotage de ce bateau qui était là, présent pour s'opposer à la poursuite des essais nucléaires dans le Pacifique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Jean-François Julliard, qui est l'actuel directeur général de l'association Greenpeace France. Je vais laisser Léa le présenter avec toute la fraîcheur et toute la candeur à laquelle elle nous a habitués. Léa et Jean-François, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Merci de les applaudir. Vous vous mettez au milieu. Bonsoir Jean-François. Voilà. Et votre micro. Merci. Léa, c'est à toi la parole. Bonsoir Monsieur Julliard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes, vous et moi, le quota moins de 45 ans de ces rencontres sciences et humanisme. Vous êtes le militant ce soir. Vous avez milité plus de 15 ans pour Reporters sans frontières. On vous connaît parce que vous avez grimpé sur des monuments. Vous avez perturbé les Jeux Olympiques de Pékin. Vous dirigez Greenpeace France depuis 2011, qui est la branche française d'une ONG écologiste, l'une des plus puissantes du monde, présente dans plus de 40 pays. Une association qui est à la fois pacifiste et écologiste, connue pour des actions coup de poing et sensationnelles. Quand on parle de Greenpeace, on s'imagine cet énorme baleinier et ses petits zodiacs. Et dans ces petits zodiacs, c'est vous. La première chose qui m'interpelle, c'est cette idée de militant. Vous êtes passé d'une cause à l'autre avec toujours plus de véhémence. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est militant ou est-ce qu'on le devient? L'idée de militant, c'est quelqu'un qui regarde le monde et qui dit non, ce n'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, mais il dépasse ce stade-là. Il se dit aussi, je peux faire quelque chose. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à se dire qu'ils peuvent faire quelque chose. Comment est-ce qu'on arrive à penser qu'on peut faire quelque chose? Et deuxième partie de ma question, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous regardez la banquise qui fond, les poubelles qui débordent, la planète, le monde qui s'en fout, et vous vous dites, mais pourquoi je quitte mon fauteuil? Ça fait beaucoup de questions pour démarrer. Non, déjà je ne crois pas qu'on naisse militant, je ne crois pas qu'on naisse quoi que ce soit. De toute manière, je crois qu'on se détermine plus tard. Non, je ne suis pas né militant, je le suis devenu au fil des ans. Il y a certainement beaucoup de choses liées à mon éducation, à mes parents, mais beaucoup de choses aussi liées à des rencontres ensuite. Et puis, ce qui a fait que je suis devenu un militant professionnel, parce qu'aujourd'hui c'est à la fois des convictions, un engagement, mais c'est aussi mon métier, l'endroit où je vais travailler tous les jours. C'est quand j'ai rejoint donc ma précédente association qui s'appelle Reporters sans frontières. En fait, au départ, je voulais faire du journalisme. J'ai fait des études de journalisme, je m'engageais pour faire du journalisme. Je voulais faire du journalisme engagé, je voulais faire des documentaires télé, mais je voulais faire ça à travers le prisme de l'information. Et finalement, en découvrant Reporters sans frontières et ses missions, je me suis rendu compte que je croyais plus au militantisme qu'au journalisme. Et je trouvais que le journalisme, parfois, était limitant dans ce qu'il nous apportait, parce qu'une fois qu'on a trouvé une information, une fois qu'on a enquêté sur un sujet, on publie un reportage, on réalise un film, on réalise une émission radio, et puis ça s'arrête. On n'en fait rien. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans le militantisme, c'est qu'une fois qu'on a ces informations, une fois qu'on a collecté ces données, recueilli ces informations, mené ces enquêtes, mais le militant, il va en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il va essayer d'aller rencontrer des pouvoirs publics, des acteurs économiques, d'autres associations, la société civile, etc., pour en faire quelque chose, pour faire bouger les choses, pour changer le monde. Et quelque part, dans mon engagement militant, il y a ça, il y a ce fil rouge, une folle envie, une vraie envie de changer le monde. Voilà. Quand vous êtes encore journaliste et à Reporters sans frontières, et que vous décidez de changer pour Greenpeace, donc j'imagine, que vous connaissez déjà Greenpeace, et comment ça se passe en pratique? C'est Greenpeace qui vous sollicite? C'est vous qui sollicitez Greenpeace? Comment ça s'est passé, cette transition?
Alors oui, je connaissais Greenpeace bien sûr, parce que les associations se connaissent bien entre elles et on travaille souvent ensemble. Donc quand j'étais chez Reporters sans frontières, on avait déjà publié notamment des rapports, des enquêtes qui faisaient le lien entre la liberté de la presse et la défense de l'environnement, parce que l'environnement est une préoccupation mondiale aujourd'hui, mais c'est encore récent. Il y a encore ne serait-ce qu'une dizaine d'années, même pas, dans beaucoup de pays, on se souciait pas de l'environnement. Et du coup, comme ça devient une préoccupation mondiale, et bien finalement les journalistes qui enquêtent sur ces questions-là sont de plus en plus menacés. Et donc on avait fait un rapport sur le fait qu'il devenait de plus en plus difficile d'être journaliste sur les sujets environnementaux. Donc oui, voilà, c'est pour donner un exemple de passerelle. Concrètement, comment ça se passe? Ça peut se passer de la même manière. Là, en l'occurrence, dans ce qui m'est arrivé, c'est Greenpeace qui m'a appelé. En gros, Greenpeace cherchait un nouveau directeur général. Le précédent est toujours chez Greenpeace, mais il est parti au siège qui est à Amsterdam, au siège international qui est à Amsterdam. Il a d'autres fonctions. Et Greenpeace m'a appelé en cherchant quelqu'un qui pouvait à la fois avoir un regard très international sur les choses, parce que Greenpeace est une vraie organisation internationale, et ça tombait bien, parce qu'en étant chez Reporters sans frontières, il y avait cet aspect international très très fort. Il cherchait quelqu'un qui puisse être capable de diriger une équipe, parce que c'est aussi, dans mes fonctions de directeur général, c'est aussi diriger une équipe, et bon, il y avait moins de salariés chez Reporters sans frontières, mais c'était déjà une équipe, avec des gens basés dans plusieurs pays, et puis, et c'est là qu'ils avaient beaucoup plus de mal à recruter quelqu'un, donc je ne sais pas au final combien on était de candidats, mais c'est un poste un peu particulier. Il cherchait quelqu'un qui était prêt à assumer cet aspect de désobéissance civile. Voilà. Il cherchait quelqu'un qui était prêt dans ses fonctions de directeur à dire oui, là Greenpeace on y va, là on n'y va pas, parce qu'il y a un risque, parce que il y a un risque on n'y va pas parce qu'il y a un risque trop important pour nos militants, nos activistes, parce qu'il y a un risque légal trop important, parce qu'il y a un risque financier trop important pour l'organisation. Donc ça fait partie de mes fonctions aussi de dire oui ou non. D'accord. 40 pays dans le monde où Greenpeace est présent, c'est une immense organisation, ça demande une coordination, j'imagine, d'extrême rigueur. Ça fait 3 ans que vous êtes à Greenpeace France. Quelles sont les possibilités de prérogatives? Vous avez pu, vous, donner une marque à Greenpeace France. Il y a la marque de Jean-François Juliard sur l'action de Greenpeace France, où vous êtes simplement, non pas simplement, mais où vous êtes scrupuleusement dans le cadre d'une action concertée plus générale. Non, il y a une vraie action concertée générale, on détermine des priorités globales, parce que Greenpeace, ça fait partie de ses particularités aussi, travaille sur les enjeux globaux, c'est-à-dire qu'on travaille sur les problématiques environnementales mondiales. Et donc par exemple sur la question de la déforestation, sur laquelle on travaille beaucoup, mais on se détermine tous ensemble, c'est-à-dire tous les bureaux de Greenpeace dans le monde, pour dire nos priorités d'action, ça va être le bassin amazonien, ça va être le bassin congolais, ça va être le bassin forestier du sud-est asiatique, en Indonésie notamment, parce que ce sont les 3 gros poumons forestiers de la planète. Vous allez nous parler de tout ça, j'imagine? Oui, je vais vous parler de beaucoup de l'organisation. Oui, tout à fait. Bien. Donc, en refusant déjà, en opposant, menacé peut-être? Oui, aussi. Ok. Donc c'est pas simple. C'est pas simple de dire non. Et déterminé donc. Détermination inépuisable, inépuisée encore à ce jour. Oui, inépuisé et inépuisable, je pense, et ça fait écho à votre première question sur le fait que c'est vrai que parfois on se lève le matin, on se dit rien n'a changé, rien n'a avancé. Je vais parler un peu des questions climatiques. Si on fait un point froid à un moment donné sur l'état de la planète, on se dit on arrête tout de suite, on met la tête dans un trou et on n'en sort plus. Mais non, d'une part c'est pas ma nature, et puis ce n'est pas la nature de l'organisation pour laquelle je travaille aujourd'hui non plus. C'est-à-dire qu'on est des irréductibles optimistes chez Greenpeace, parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire, parce qu'on pense qu'on peut changer le monde, parce qu'on pense qu'il faut changer le monde, et qu'on a aujourd'hui les moyens, et peut-être de plus en plus, je vais en parler aussi, la possibilité de le faire. Et quelle est la réponse de la jeunesse ou des nouveaux participants à cette association? Est-ce que ça stagne, ou est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'engouement, donc de plus en plus d'adhésion à Greenpeace, ne serait-ce que Greenpeace? Non, je dirais, là aussi je suis positif et optimiste, parce que je dirais il y a 2 choses concernant la jeunesse. D'une part, il y a une sensibilisation bien plus importante aujourd'hui sur les questions environnementales qu'à une époque. Moi je me souviens quand j'étais gamin, à l'école on nous apprenait rien, ou presque, sur l'environnement. Oui. On nous en parlait très très peu. Aujourd'hui j'ai un fils qui a 12 ans, en 6e,
deuxième, j'ai vu ces livres scolaires, on en parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus cette question. On parle du nucléaire, on parle de l'état de la planète, on parle de la déforestation, on parle de la protection des océans. Donc il y a beaucoup plus ça. Et puis la deuxième chose qui me réconforte aussi, c'est que je trouve que notre jeunesse aujourd'hui est une vraie jeunesse militante. Alors avec un engagement militant qui est beaucoup plus volatile peut-être qu'à une époque. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui vont s'engager un jour chez Greenpeace, le lendemain chez Amnesty International, le surlendemain pour la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières. Mais à la limite, peu importe, ça reste un engagement. Ça reste des gens qui ont envie de passer à l'action, qui ont envie de faire bouger les choses. Et lorsqu'on rentre dans cette association, lorsque les militants Greenpeace, ça veut dire qu'il faut être disponible. Il faut accepter soit de travailler dans un bureau, dans une antenne, mais parfois d'être sur le terrain, ça demande du temps, de la disponibilité, de partir. Il y a toute une logistique. Vous prenez en charge vos adhérents à ce point de vue-là? Comment ça se passe? Ça dépend. En fait, je définis souvent Greenpeace en disant que c'est à la fois une organisation et un mouvement. Une organisation au sens d'organisation de salariés, comme toute association, toute organisation. Moi, je dirige l'organisation avec ses salariés. Et donc, ces salariés, voilà, c'est leur métier, ils sont payés pour faire ça, au-delà de l'engagement. Donc, il y en a certains, effectivement, qui sont toute la journée au bureau, selon les métiers qu'ils occupent. D'autres qui sont toute la journée sur le... C'est quoi le métier quand on appartient à Greenpeace? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle est votre profession? Qu'est-ce qu'on répond? Ça dépend, il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers qu'on va retrouver dans tout un tas de structures. On a chez Greenpeace aussi des comptables, des responsables administratifs, financiers, des juristes. On a des métiers qu'on peut retrouver. Et quand on est sur le terrain? Et quand on est sur le terrain, c'est beaucoup plus particulier. C'est des métiers qui n'existent pas ailleurs. D'accord. Donc ça, je ne peux pas vous en parler. Il y a des métiers un peu secrets chez nous. Ah, d'accord, en plus secrets. Voilà, on va laisser Jean-François. Merci de votre attention et de votre écoute pour cette belle intervention qui est à venir, donc. Déterminé pour sauver la planète, c'est bien ça. C'est ça. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, rebonsoir. Alors c'est vrai que quand j'ai reçu l'invitation, je me suis demandé comment... Alors d'une part, ça faisait sens, parce que c'est vrai que dire non chez Greenpeace, on dit très souvent non, donc c'était assez facile au départ. Et puis après, je me suis demandé un peu comment essayer de prendre un peu cette question-là. Et finalement, je vais vous expliquer, je vais vous présenter Greenpeace à travers cet aspect-là, à travers ce dire non ou ce dire oui. Vous verrez qu'on dit aussi très souvent oui. Et je vais commencer par là, en fait, parce que... nous, environnementalistes ou écologistes, pas seulement chez Greenpeace d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on est très souvent accusés de dire non. Mais souvent, on nous reproche de dire un non systématique, un non par opposition, un non de principe, un non qui n'est pas forcément très constructif. On nous reproche souvent d'être là, d'être des empêcheurs de tourner en rond, mais simplement pour empêcher les choses de tourner en rond, de ne pas apporter notre pierre à l'édifice. Souvent dans les discussions que j'ai, mais ça vaut pour tous mes collègues des autres associations environnementales, ça vaut pour tous les écologistes, quand j'ai des discussions notamment avec les entreprises, on nous reproche de dire non pour les gêner, on nous reproche de freiner l'économie, on nous reproche d'empêcher le développement économique de nos pays, on nous reproche de vouloir la mort d'un certain nombre d'emplois, la mort d'un certain nombre d'industries. Donc c'est vrai c'est très souvent quelque chose auquel on doit faire face quand on est chez Greenpeace ou dans d'autres organisations. Dès qu'on travaille sur l'environnement, on est souvent taxé de dire non. Point final. Et puis ensuite, c'est pas forcément très constructif, ou en tout cas considéré comme tel. Et en fait, c'est faux. En fait, c'est faux parce que quand on est défenseur de l'environnement, comme je le suis, d'une part, on a très envie de dire oui, bien plus que de dire non. Et la réalité est qu'on dit oui à beaucoup de choses et qu'on se construit même là-dessus. Chez Greenpeace, on dit oui à la vie, on dit oui à un monde meilleur, on dit oui à des océans pleins de vie, on dit oui à des forêts intactes, non dégradées, on dit oui à une alimentation saine, on dit débarrasser des OGM, débarrasser des pesticides, on dit oui à une énergie accessible à tous. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a près d'1 milliard de personnes sur la planète qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès à des moyens non polluants de cuire leurs aliments, par exemple. Donc on dit oui à une énergie accessible à tout le monde. Et on dit oui à une énergie qui soit bonne pour le climat aussi. Donc on dit oui bien plus souvent qu'on ne dit non. Mais ça, on a du mal à faire passer cette idée-là. Et puis, pour parler de Greenpeace est né de la conjugaison de deux oui.
Greenpeace est né en 1971 à Vancouver, au Canada, dans l'ouest canadien. Et au départ, c'était un regroupement, une rencontre entre des militants pacifistes américains qui fuyaient la guerre du Vietnam. On était en pleine guerre du Vietnam qui s'était déjà embourbée depuis de nombreuses années. Et ces militants pacifistes américains ont rencontré des militants écologistes canadiens qui, eux, étaient moins concernés directement par la guerre du Vietnam, mais étaient concernés par tout un tas d'aspects environnementaux liés à la protection de la nature, liés à la protection de régions qui leur étaient proches, la Colombie-Britannique ou l'Alaska. Et donc Greenpeace, c'est né de la rencontre de ces deux oui, et qui se retrouve aujourd'hui dans le nom de Greenpeace. Le nom de Greenpeace représente ces deux oui, green pour la protection de l'environnement et peace pour la protection de la paix. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose de fondamentalement inscrit chez Greenpeace dans nos statuts, Greenpeace en France mais ailleurs. Dans nos statuts, il est écrit qu'on est pour la protection de l'environnement et la protection de la paix. Donc Greenpeace est construit sur des oui. Et depuis, donc on s'est créé en 1971, donc ça fait 44 ans maintenant, et depuis 44 ans, Greenpeace dit oui régulièrement à beaucoup de choses. Et on dit oui avant tout à un monde différent de celui d'aujourd'hui, ça c'est certain. On dit oui à un monde où l'interdépendance, l'interconnexion de toutes les formes de vie est quelque chose de reconnu. Il faut absolument avoir ça en tête. On dit oui à un monde où la diversité des espèces est considérée comme une source de richesse et non comme un problème. Et puis on dit oui aussi à un monde où l'homme prend conscience que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort chez nous aujourd'hui. Donc on dit oui à ce monde-là, à un monde nouveau. Mais c'est vrai que dès le début, dès la naissance de Greenpeace, l'organisation, c'est les pionniers de Greenpeace, qui étaient une poignée au départ, qui étaient une douzaine d'hommes et de femmes, qui sont partis sur un bateau, se sont dit que pour dire oui à ce nouveau monde, il fallait savoir dire non. Et il fallait savoir le dire de manière implacable. Il fallait pouvoir opposer un non absolu, un non sec, un non absolument déterminé. Dire non, ça on n'en veut pas. Et ça a été, je crois, la force de cette organisation dès le départ, d'avoir la capacité de lancer ce non pur, ce non qui ne souffrait d'aucun compromis, d'aucune négociation. Il faut se souvenir quand même qu'on était dans un monde particulier qui a bien changé depuis. Le monde du début des années 70 n'était pas celui d'aujourd'hui. Je le disais à l'instant, c'était la fin, on était à quelques années de la fin de la guerre du Vietnam, mais on ne le savait peut-être pas encore complètement. On était aux prémices du choc pétrolier qui allait venir. On était à la toute fin de la décolonisation. Il y avait encore quelques pays qui étaient colonisés, notamment les colonies portugaises qui n'avaient pas abouti leur décolonisation. Donc le monde était différent. Et les gouvernements à cette époque-là, les responsables politiques, les gouvernements, les nations, ne discutaient pas avec la société civile, ne discutaient pas avec les associations. Et d'ailleurs, les associations existaient très peu. En 1971, les grandes associations internationales qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas, à l'exception de quelques-unes. Oui, il y avait la Croix-Rouge qui existait depuis longtemps, il y avait Amnesty International qui existait depuis une poignée d'années, je crois, 5 ou 6 ans, pas plus. Mais les autres n'existaient pas. Greenpeace s'est lancé en 1971, Médecins sans frontières s'est lancé en 1971 aussi, donc tout le mouvement des French Doctors, tout le mouvement sans frontiériste est né à cette époque-là. Donc il n'y avait pas cette culture, cette tradition du dialogue, de la discussion entre les gouvernements et les associations. Donc à l'époque, notre seul levier levier de pression vis-à-vis de ces gouvernements, c'était de pouvoir opposer ce non, frontalement, directement, absolument. On ne pouvait pas, à l'époque, engager des discussions avec les gouvernements. On ne pouvait pas faire du plaidoyer, comme on le fait aujourd'hui. On ne pouvait pas faire du lobby. Il n'y avait aucune commission paritaire avec des représentants des gouvernements ou des représentants des associations. Donc c'était la seule possibilité était effectivement de pouvoir lancer ce non. Et depuis, eh bien Greenpeace, c'est vrai, c'est 44 ans d'une histoire de non. Et plutôt que vous faire cette longue histoire, je voulais vous montrer un petit film de 2 minutes, vous allez voir, qui récapitule un peu, peut-être pas 44 ans, mais quasiment de non de Greenpeace. Je vous laisse regarder.
Voilà, donc vous voyez je dirais même chez Greenpeace, on a professionnalisé le dire non, on l'a dit un peu partout sur la planète, et aujourd'hui on est entendu parce qu'on a cette histoire derrière nous, parce qu'on a tout ce travail derrière nous, mais on est aussi entendu parce que Greenpeace repose sur quelques valeurs fondamentales, et que ces valeurs ont construit notre crédibilité aussi dans cette capacité à dire non. La première valeur sur laquelle repose le travail de Greenpeace, je le disais tout à l'heure à Jean-Noël, c'est l'enjeu global. Greenpeace ne travaille pas, sauf exception, mais ne travaille pas sur la pollution de la mare du coin, du lac du coin. Greenpeace s'est focalisé, a fait le choix au départ de travailler sur des enjeux globaux, sur les enjeux qui vont toucher l'ensemble de la planète. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, parce qu'on travaille toujours sur des sujets qui permettent d'avoir un changement systémique qui va avoir un impact sur l'ensemble d'un système, justement, sur l'ensemble de la planète. Puis la deuxième valeur fondamentale de Greenpeace, c'est son indépendance. Greenpeace est totalement indépendant financièrement et politiquement. Financièrement, c'est extrêmement important. Greenpeace ne reçoit aucune subvention publique, aucune subvention d'entreprise. Donc Greenpeace est financé à 100% par des dons des particuliers. Pour vous donner un ordre d'idée, Greenpeace en France, c'est 165 000 personnes qui, tous les ans, financent l'association. Et on tient à cette indépendance parce qu'elle fait notre force. Alors elle est difficile à construire, c'est difficile d'être 100% indépendant. Ce serait bien plus facile pour nous d'aller chercher des subventions de grandes fondations d'entreprises ou de certains gouvernements qui seraient les premiers à vouloir nous financer. C'est bien plus difficile, mais en même temps ça nous confère une force absolue. Indépendance politique, on y tient aussi beaucoup, parce que Greenpeace est toujours... on discute avec les partis politiques, on les rencontre très régulièrement, mais en revanche, on se tient à distance. Greenpeace n'a jamais appelé à voter pour un parti politique et n'appellera jamais à voter pour un parti politique quel qu'il soit. On discute avec tous les partis politiques qui sont prêts à discuter de ces enjeux-là, on discute avec eux, mais on garde cette indépendance qui, là aussi, nous confère une certaine force dans nos propos. Et la troisième valeur fondamentale de Greenpeace, vous avez eu une conférence sur ce sujet-là uniquement, c'est la non-violence. Greenpeace s'est construit dans la non-violence. Et on le voit c'est absolument indispensable parce que dans nos actions, qui sont parfois difficiles, qui sont parfois dures, qui sont parfois dangereuses, qui sont parfois risquées, il faut qu'on oppose là aussi une absolue non-violence, en disant que et en mettant en action que c'est une action totalement pacifique. Il n'est pas question pour Greenpeace de blesser qui que ce soit, il n'est pas question pour Greenpeace de dégrader un bâtiment par exemple, même quand on grimpe, vous avez vu sur tout un tas de monuments, on fait très attention à ne rien abîmer. Greenpeace est une organisation profondément non violente, et là aussi cette non-violence est indispensable pour que notre discours soit entendu. Et puis dire non, c'est aussi un long processus. Greenpeace a construit une méthode, en fait, totalement, depuis zéro, pour pouvoir dire non. On ne s'est pas levé comme ça un beau matin en se disant qu'on allait dire non à tout un tas de sujets. Donc on a créé une méthode à laquelle on se tient de manière scrupuleuse, qui commence généralement avec des investigations, des enquêtes sur le terrain. Quand on travaille sur la forêt, on a mené une grande campagne ces dernières années sur la production d'huile de palme, qui a un impact absolument négatif sur la forêt, notamment en Indonésie, en Malaisie. Avant de dire il faut cesser de déforester dans ces régions-là, on va sur place, on se rend sur place. C'est l'une des caractéristiques fondamentales de Greenpeace. On est présent là où ça se passe. On est présent là où sont les grands crimes environnementaux. Le premier bateau de Greenpeace qui est parti en 1971, il allait en Alaska, au large de l'île d'Amchitka, pour dénoncer des essais nucléaires atmosphériques américains. Et la première grande idée fondatrice de Greenpeace, des gens qui ont fait Greenpeace au départ, était de se rendre sur place. Ils souhaitaient s'opposer à ces essais nucléaires américains, et ils se sont dit, mais après tout, le seul moyen de les empêcher, c'est d'y aller, c'est d'être là. Si on est là, sur place, avec notre bateau, ils ne pourront pas faire ces essais. Donc Greenpeace va toujours sur place. Donc on va enquêter sur place, dans la forêt indonésienne, par exemple, pour constater effectivement que les producteurs d'huile de palme détruisent l'habitat des orang-outans, détruisent l'habitat de tout un tas d'espèces qui vivent dans ces forêts-là. Suite à ces enquêtes, il y a un gros travail de documentation. Documentation, ça peut être recueillir des images, ça peut être recueillir des témoignages, recueillir des interviews, recueillir des documents qu'on arrive à obtenir parfois, des documents officiels. Dans le cas de l'huile de palme, ça va être des documents
qui viennent par des lanceurs d'alerte, souvent des salariés d'un certain nombre d'entreprises sur place, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font, qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a des réalités économiques, mais qui souvent vont nous donner, par exemple, des copies des actes qui montrent que les coupes de ces espèces d'arbres sont parfaitement illégales. Donc tout ce travail de documentation est nécessaire. Et ensuite, il y a un gros travail d'analyse qui est fait par nos équipes. On a des chargés de campagne, des experts qui travaillent un peu partout sur la planète, et ce sont eux qui, à partir de ce matériau récolté sur place, vont analyser tout ça, et vont décortiquer ce qui se passe pour pouvoir dire, ben voilà, le problème il est là. Le problème il est que cette espèce d'arbre en Indonésie, elle est coupée illégalement, que cette parcelle de forêt, ils ne respectent pas les quotas d'arbres auxquels ils sont normalement soumis, que les orang-outans, c'est dans cette région-là qu'ils sont en voie de disparition à cause de la production d'huile de palme. Et une fois qu'on a fait ce travail d'analyse, va se passer la phase de lobbying, de plaidoyer, qu'on dit plus pudiquement dans les associations, parce qu'on n'assume pas le fait qu'on fasse du lobbying, alors que finalement c'est un peu la même chose, c'est-à-dire aller au contact des décideurs, aller au contact des décideurs politiques, des décideurs économiques. Dans le cas de l'huile de palme, toujours, c'est aller voir les responsables sur place, les responsables politiques en Indonésie, mais aussi les responsables politiques dans les pays européens qui peuvent à un moment donné mettre la pression sur leurs homologues indonésiens et leur dire là il faut arrêter. Il faut arrêter la forêt dans un tel état qu'il faut vraiment arrêter très rapidement. Et souvent ça ne suffit pas, parce que souvent les décideurs politiques ont du mal à passer à l'action. Il y a toujours de bonnes raisons de ne pas passer à l'action. Donc à ce moment-là, on va se tourner vers les acteurs économiques. Et dans le cas de la forêt indonésienne, c'est ce qui a abouti à un moment donné à cette campagne que vous avez peut-être en mémoire, qu'on avait fait sur Nestlé et KitKat. On avait fait un petit film qui avait beaucoup circulé sur le web et sur les réseaux sociaux, qui montrait qu'en fait, quand on mangeait un KitKat, ben, finalement, on abîmait la forêt, on contribuait à déforester la forêt indonésienne, et on abîmait les orang-outans qui y vivaient. Donc on va utiliser cette médiatisation pour dire aux entreprises qu'elles doivent changer. Et finalement, on s'est rendu compte au fil des ans que les entreprises sont bien souvent plus réactives que les gouvernements. Et si tout ça ne suffit pas, si tout ce travail ne suffit pas, c'est là qu'on va formuler le non de la manière la plus franche qui soit, à travers nos actions de confrontation non violente, toutes les actions que vous avez vues par exemple dans ce petit film. C'est là qu'on va s'interposer physiquement, que nos militants vont entrer en action pour aller quelque part, soit sur place dans la forêt indonésienne, soit devant le siège de Nestlé, soit devant le siège d'un gouvernement, pour accrocher une banderole, pour bloquer un convoi d'approvisionnement d'huile de palme, pour dénoncer une situation. L'interposition physique, la confrontation non-violence, fait partie de l'essence même de Greenpeace. Et notre non à Greenpeace, il se manifeste avant tout comme ça. Mais dans l'histoire de Greenpeace, on peut mettre la prochaine slide. Dans l'histoire de Greenpeace, on s'est rendu compte à un moment donné que tout ça ne suffisait pas et qu'il fallait avancer, qu'il fallait apprendre à dire oui aussi, qu'il fallait dire un oui différent, parce qu'on ne voulait pas dire oui à ce qui se passait dans le monde, mais qu'il fallait dire oui à un monde différent, et qu'il fallait en fait trouver le moyen de dire un oui qui renforce le non. Dans les années 90 ou les années 2000, Greenpeace a assumé pleinement, pour la première fois peut-être, son souhait de réellement changer le monde au sens de changer le système, changer notre économie, changer nos modes de consommation, changer nos modes de déplacement, nos modes de locomotion, changer notre alimentation, changer tout ça de manière là aussi systémique. Et finalement, on s'est rendu compte à cette époque-là que dès lors qu'on demande un changement, dès lors qu'on invoque un changement, dès lors qu'on réclame un changement, ça veut dire finalement qu'on laisse de la place au oui, et qu'on n'est plus seulement dans un non d'opposition, dans un non d'interposition, mais qu'on est aussi pour un oui différent. Et Greenpeace, à ce moment-là, et c'est vraiment une démarche plus actuelle, qui est encore en cours de réflexion, a commencé à pousser des solutions. Bien sûr que quand on disait non à un certain nombre de sujets, quand on disait non au nucléaire, dans un certain nombre de pays, ça sous-entendait qu'il fallait choisir d'autres énergies. Mais Greenpeace n'était pas toujours capable
de formuler ces solutions très concrètement. On a appris à le faire finalement. On a appris qu'aujourd'hui, pour dire non au nucléaire en France, on est bien plus fort si on propose des solutions. Si on dit qu'il faut se tourner vers les énergies renouvelables, en expliquant pourquoi. Et c'est la deuxième partie de ce changement fondamental. On a appris à proposer des solutions et on a appris aussi à renforcer notre expertise, à faire en sorte que notre expertise soit tellement forte qu'on ne puisse plus nous dire à nous, non, vous vous trompez. Et là aussi, dans le domaine du nucléaire en France, par exemple, pour garder cet exemple-là, en 2013, donc c'est très récent, là, en 2013, pour la première fois, Greenpeace en France a fait un scénario de transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'il fallait sortir du nucléaire, mais on a expliqué pour la première fois comment on allait s'y prendre, comment on devait s'y prendre, quelles solutions alternatives devaient être mises en place, quel impact ça allait avoir en termes d'économie pour le pays, quel impact ça allait avoir en termes d'emploi pour les Français. Et ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau et fondamental. Et c'est là que Greenpeace a appris finalement à dire oui autrement. Qu'on n'est plus simplement dans une opposition au nucléaire, mais qu'on est aujourd'hui pour une sortie du nucléaire. On sait exactement quand est-ce qu'on peut sortir du nucléaire en France, dans quel délai on pourra sortir du nucléaire, à condition que notre président de la République respecte sa promesse, parce que je vous rappelle qu'il est quand même promis déjà de réduire de 75% la part du nucléaire, qui est celle de la France aujourd'hui, à 50%. Il est promis de fermer la centrale de Fessenheim en Alsace. Tout ça, pour l'instant, n'est pas encore acté. Et donc Greenpeace a appris, voilà, renforcer son expertise, proposer des solutions pour être bien plus crédible. Et puis la troisième composante qui nous a permis de dire oui, ça a été d'engager les gens avec nous. Pendant des années, vous l'avez vu sur les images, pendant des années, Greenpeace était seul. Greenpeace était avant tout de petites équipes de militants, 5-10 militants qui allaient quelque part sur un Zodiac, qui grimpait sur un bâtiment pour tendre une banderole. Aujourd'hui, Greenpeace, ce n'est plus ça. Quand je disais tout à l'heure, Greenpeace est un mouvement, c'est un vrai mouvement, fait de plusieurs millions de personnes. Aujourd'hui, on engage les gens avec nous. On n'est plus tout seul à dire non à quelque chose. Quand Greenpeace dit qu'il ne faut plus aller forer du pétrole ou du gaz dans l'océan Arctique, parce que ça précipiterait le réchauffement climatique, parce que ça mettrait en danger des écosystèmes marins, notamment qui sont extrêmement fragiles dans cette région-là, eh bien Greenpeace ne le dit plus toute seule. Pendant des années, nous l'avons dit tout seul, et nous n'avons pas été entendus. Aujourd'hui, on commence à être entendus parce qu'on le dit avec 7 millions de personnes. 7 millions de personnes qui ont rejoint une campagne que Greenpeace a lancée il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle Save the Arctic. Et donc il y a 7 millions de personnes qui se sont engagées avec nous. Certains ont signé une pétition, ils n'ont rien fait de plus, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que c'est un premier geste, signer une pétition pour sauver l'Arctique. D'autres sont venus avec nous, sur place. D'autres ont relayé les informations auprès d'eux. Certains ont organisé des événements, des activités autour de chez eux. Et ça, c'est une composante très très forte. C'est-à-dire que Greenpeace aujourd'hui engage les gens à venir avec elle, à mener campagne avec nous. Nous ne sommes plus là simplement pour mener un travail de campagne au nom des gens, mais nous sommes là pour mener ces campagnes avec les gens. Et c'est un changement totalement fondamental. Ça veut dire que quand Greenpeace dit non, aujourd'hui, ce n'est plus seulement Greenpeace, avec ses salariés, avec ses responsables, qui disent non, c'est ce mouvement-là. Et c'est extrêmement fort. Et puis, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui aussi, c'est d'expliquer à tout le monde que tout le monde peut dire non. Expliquer aux gens comment ils peuvent dire non à leur tour. Parce que là aussi, pendant des années, cette capacité de dire non était confisquée. Elle était confisquée parce qu'elle restait entre les mains des puissants ou de ceux qui étaient organisés ou des associations comme la nôtre. C'était difficile quand on était tout seul de pouvoir trouver le moyen de dire non et de participer à ce changement. Aujourd'hui, on peut. Aujourd'hui, on peut. Et je voudrais vous dire 2 mots de la conférence mondiale sur le climat qui va avoir lieu à la fin de l'année à Paris, la fameuse COP 21. Vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas si ce n'est pas encore le cas, ça va venir, parce que les médias vont en parler beaucoup jusqu'à la fin de l'année. Cette fameuse conférence mondiale est là pour nous sauver du dérèglement climatique. Elle est là pour faire en sorte que les 196 États qui composent la planète et qui vont venir à Paris à la fin de l'année signent un accord universel contraignant
pour lutter contre le dérèglement climatique, avec des engagements qui sont faits de plusieurs choses, notamment de réduction des émissions de CO2, des émissions de gaz à effet de serre par les États, de financement d'un certain nombre de mécanismes qui doivent permettre de faire face au dérèglement climatique, qui est déjà là dans beaucoup de pays. Et chez Greenpeace, on est finalement convaincu aujourd'hui que la solution au dérèglement climatique, elle ne viendra pas de ces COP, de ces négociations onusiennes qui ont lieu depuis 20 ans, mais qui échouent depuis 20 ans. En revanche, elle viendra des gens qui passent à l'action. Et donc, d'ici la fin de l'année, Greenpeace va essayer de convaincre le plus grand nombre de dire non à cette COP, de dire non à ces négociations onusiennes en disant non, on vous a attendu pendant 20 ans, rien ne s'est passé, rien n'a changé. Aucune catastrophe climatique n'a été épargnée grâce aux négociations onusiennes, aucune vie n'a été épargnée grâce à ces négociations onusiennes. Donc il faut passer à autre chose. Et en revanche, on va essayer de convaincre les gens de dire oui, dans le sens de rejoindre un formidable mouvement qui est en train de se mettre en marche pour le climat. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se montent, qui existent aujourd'hui, qui fleurissent un peu partout dans le monde et qui sont positives pour lutter contre le dérèglement climatique. Par exemple, dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, on sait que les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire notamment, sont la seule solution qu'on peut mettre en place pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que c'est le seul moyen d'avoir à disposition toute l'énergie dont on a besoin pour vivre, parce qu'on a besoin d'énergie pour vivre, pour travailler, pour se chauffer, pour se nourrir, pour se déplacer. Mais ces énergies-là sont aussi les seules qui nous permettent de ne pas accroître encore les émissions de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère chaque jour. Et ce mouvement-là, ce mouvement pour le climat, donc ce mouvement autour des énergies renouvelables, il est de plus en plus important. Par exemple, il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans, des entreprises s'engageaient dans le domaine des renouvelables, mais c'était souvent des très petites entreprises, des PME. Il y avait quelques villages aussi qui s'engageaient dans le domaine des énergies renouvelables. Il y en a en Corse. Mais c'était des villages composés de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants. Donc finalement, l'impact à l'échelle de la planète était absolument négligeable. Il était proche de zéro. Aujourd'hui, quand des entreprises s'engagent, ce sont des multinationales. Aujourd'hui, certaines multinationales comme Ikea, comme Apple, se sont engagées dans une politique d'approvisionnement 100% énergie renouvelable. Et là, ça commence à faire la différence. Ce ne sont plus simplement des villages, là non plus, de 200 ou 300 habitants, mais ce sont des mégapoles comme Copenhague, comme San Francisco, comme Sydney, comme Vancouver, au Canada, qui s'engagent là aussi pour un avenir fait de 100% renouvelable. Ce sont des mégapoles de plusieurs millions d'habitants. Donc on commence à sentir qu'il y a une vraie intensification, une vraie internationalisation, une vraie globalisation de ce mouvement-là. Et peu à peu, ce mouvement qui continue de grossir et qui va être de plus en plus fort à l'approche de la COP, il va avoir un impact réel sur le dérèglement climatique. Un impact réel, positif, bien sûr, sur le dérèglement climatique. Dans ce sens où il va permettre de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre. Donc Greenpeace va dire non aux négociations onusiennes, mais oui à ce mouvement pour le climat qui est absolument essentiel. Et tous, vous pouvez rejoindre ce mouvement pour le climat. Bien sûr, tout le monde ne peut pas installer des éoliennes dans son jardin, ou ni même installer des panneaux solaires. C'est encore un peu compliqué, en France notamment, d'installer des panneaux solaires. On peut de plus en plus, mais ça reste quelque chose de compliqué. En revanche, il y a tout un tas de gestes qu'on peut faire qui, mis bout à bout, ont un impact. On peut déjà économiser l'énergie, ça c'est à la portée de tout le monde. Or, on sait que c'est indispensable si on veut lutter contre le dérèglement climatique. Et on sait que c'est de plus en plus facile à faire. On sait aujourd'hui qu'on peut vivre aussi bien qu'on vivait ces dernières années, tout en consommant beaucoup moins d'énergie. Et puis il y a des gestes forts qu'on peut faire aussi, notamment en France. Par exemple, on peut changer de banque. C'est tout simple. Il y a des banques qui ont un impact désastreux sur la planète, désastreux sur le climat. C'est facile aujourd'hui, vous pouvez trouver toutes les informations là-dessus, il y a beaucoup d'associations qui ont travaillé là-dessus. On peut changer de banque. Il y a en revanche quelques banques, moins nombreuses que les autres, c'est vrai, mais il y en a quand même quelques-unes, qui font un travail formidable pour, là aussi, promouvoir des solutions qui ne soient pas des solutions qui abîment, qui dégradent notre planète. Donc vous pouvez changer de banque, c'est à la portée de tout le monde. On peut aussi changer de fournisseur d'électricité. Je le disais, on a une situation spécifique en France, on est le pays le plus nucléarisé au monde. Aucun autre pays sur la planète n'a autant de nucléaire qu'en France, 75%. Les pays qui nous suivent sont autour de 50%. Pardon.
et retombe ensuite très rapidement. Donc on peut changer de fournisseur d'électricité. Il y a 1 ou 2 fournisseurs d'électricité en France qui ne reposent pas sur l'énergie nucléaire. On peut quitter EDF, on peut se tourner vers un autre fournisseur d'électricité. Tous ces gestes-là sont des gestes essentiels. C'est à la fois la possibilité pour vous tous de dire non, et aujourd'hui ce dire non, il n'est plus entre les mains seulement des puissants, et c'est ça qui me rend optimiste, pour faire écho à la première question qui m'était posée. Et puis ça veut dire que pour la première fois, tout le monde, tous parmi vous, ont aussi la possibilité de dire oui à autre chose, de dire oui à des alternatives, de dire oui à un autre monde. Donc Greenpeace va continuer à dire non. On peut mettre la dernière slide, s'il te plaît. Greenpeace va continuer à dire non parce que c'est essentiel, parce qu'il y a des besoins impératifs fondamentaux aujourd'hui. La planète reste en danger, je suis parfaitement lucide sur ce constat-là. La déforestation se poursuit, les océans continuent de se vider. Je viens de parler du dérèglement climatique qui continue malheureusement d'avancer. La pollution toxique, chimique continue de gagner du terrain. On a beau augmenter le bio, nos champs, notamment en France, continuent d'être largement arrosés de pesticides, donc il y a toujours besoin de dire non à un certain nombre de choses. Et puis Greenpeace va continuer de dire non aussi, et je vais conclure là-dessus après, parce que nous estimons que nous avons aussi la responsabilité de protéger cette capacité même à dire non. Le fait de dire non est bien plus simple en France que dans beaucoup de pays. Greenpeace et d'autres associations ont essuyé des campagnes extrêmement agressives cette année, ou ces 2-3 dernières années, en Russie ou en Inde par exemple. En Russie, nos militants qui ont voulu dire non à des forages pétroliers en Arctique ont été arrêtés par les forces de police russes, ont été accusés de piraterie, qui est un délit passible de 17 ans de prison, je crois, en Russie, ont passé 3 mois en prison dans des conditions atroces, à Mourmansk, dans le grand nord de la Russie, en plein hiver. Ils ont payé cher le fait de dire non. En Inde, nos militants ont mené des campagnes très fortes pour protéger une forêt dans la région de Mahon, dans le centre du pays. Ils ont mené cette campagne-là parce qu'ils voulaient, avec les villageois, avec les habitants de la région, protéger leur forêt qui était menacée par un projet d'installation de centrale à charbon. Ça a été un combat de longue haleine, ça a duré plusieurs années, et nous avons fini par obtenir gain de cause, grâce à une cour de justice en Inde qui a dit non, à son tour, à ce projet de centrale à charbon. Mais là aussi, on l'a payé cher. Aujourd'hui, en Inde, nous sommes menacés de fermeture, tout simplement, de nos activités, de notre bureau, parce que le Premier ministre, M. Modi, nous accuse, encore une fois, de nuire à l'économie du pays. D'après les services de renseignement indiens, les activités de Greenpeace dans le pays auraient eu un impact négatif sur l'économie du pays, auraient fait en sorte que le pays aurait perdu 2 ou 3 points de croissance. Outre le fait que c'est beaucoup d'honneur à nous faire de penser qu'une organisation comme Greenpeace peut ralentir la croissance d'un géant comme l'Inde, mais c'est assez symptomatique du fait que dire non dans beaucoup de pays, c'est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux, de plus en plus risqué. Et donc Greenpeace va continuer de dire non aussi pour protéger le droit de ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, qui n'ont pas les moyens de se protéger comme nous les avons. Greenpeace est une grande organisation internationale aujourd'hui, on peut se défendre face à des États comme l'Inde ou la Russie, mais beaucoup de défenseurs de l'environnement n'ont pas cette capacité-là. Beaucoup de défenseurs de l'environnement sont seuls face à ces gouvernements et sont souvent menacés, emprisonnés, obligés de fuir en exil quand ils ne sont pas assassinés. Il faut savoir qu'il y a tout de même, tous les 2 jours sur la planète, un défenseur de l'environnement qui est assassiné quelque part dans le monde. Tous les 2 jours. Donc on va continuer à dire non pour protéger ces militants-là. Et puis pour terminer, parce que hier, Jean-Noël Ropion effectivement me demandait si j'étais heureux de voir Henri-David Thoreau sur l'affiche. Oui, bien sûr, et c'est le dernier message que je veux mettre, c'est que Greenpeace a pour vocation de désobéir pour l'avenir. Désobéir, donc oui, il faut lire Henri-David Thoreau, il faut lire Walden ou La vie dans les bois, il faut
s'intéresser à ces questions de désobéissance civile, il faut s'intéresser aux manières de réconcilier l'homme et la nature. C'est ce que fait le personnage d'Henri David Thoreau quand il part vivre dans la forêt. Il faut savoir dire non quand il y a besoin de dire non. Donc oui, nous allons continuer à désobéir pour l'avenir, nous allons continuer de le faire avec détermination parce qu'il y a besoin, et puis nous allons continuer de le faire parce que nous sentons une responsabilité pour, non plus pour les générations futures. Vous savez, quand les écolos parlaient de leur engagement il y a ne serait-ce que 30 ou 40 ans, quand René Dumont, par exemple, un des pères fondateurs de l'écologie, parlait de son combat, il parlait des générations futures. Aujourd'hui, on ne parle plus des générations futures, on parle des générations qui sont là. On parle des générations qui sont là. Moi, j'ai un fils de 2 ans qui est en train de dormir à côté. Il a une chance sur 2 d'être centenaire aujourd'hui. Il connaîtra la fin du siècle. Donc quand on parle des échéances folles concernant le dérèglement climatique ou de tout ce qui peut se passer si on ne fait rien pour lutter contre le dérèglement climatique, à l'horizon de la fin du siècle, on parle de lui. On ne parle plus des générations futures. On parle des générations qui sont là. On parle des générations qui sont déjà là. Donc aujourd'hui, s'engager pour défendre l'environnement, c'est s'engager pour nos petits-enfants, pour nos enfants, c'est s'engager pour les gens qui sont déjà vivants. Ça change fondamentalement la donne, moi, je trouve. On n'est plus du tout dans la situation où on s'engageait pour les générations futures, on s'engage pour nos générations, on s'engage pour nous aussi. Et donc il faut absolument le faire. Donc voilà, je vais conclure là-dessus pour dire, oui, bien sûr, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire oui pour être plus fort aussi quand on dit non, pour être plus crédible. Mais il faut surtout dire non avec une vraie détermination, avec une vraie conviction, pas simplement pour s'opposer. Il faut le dire pour faire avancer, pour faire changer les choses, pour changer le monde. Donc on va continuer chez Greenpeace en tout cas, et moi je m'emploierai, tant que je serai directeur de Greenpeace, à désobéir pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-François. Léa va nous rejoindre. Est-ce qu'il y a urgence? Oui. Oui, mais en même temps, c'est difficile de dire ça parce que j'ai l'impression que ça fait, en tout cas moi depuis que je suis né, on dit il y a urgence dans tous les domaines, de toute façon il y a urgence. La crise économique est là, il y a urgence. La crise environnementale est là, il y a urgence. Oui, il y a urgence parce que si on s'en tient aux indicateurs scientifiques, ils sont tous dans le rouge, effectivement. Le dérèglement climatique continue de s'accroître, on continue de rejeter toujours plus de CO2 dans l'atmosphère, le niveau de la mer va continuer de monter. L'échelle, c'est quoi? L'échelle temporelle, c'est quoi si on fait rien? C'est dans combien de temps? C'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà là. Aujourd'hui, on n'est pas capable encore de dire que tel événement climatique est lié au dérèglement du climat, mais en revanche, on sait que une bonne partie des catastrophes auxquelles on doit faire face aujourd'hui, des inondations, des sécheresses, des cyclones, sont liées au réchauffement climatique. En clair, donc ça veut dire que si on ne fait rien, ça n'est pas la question est-ce que quelque chose va arriver, mais c'est quand est-ce que ça va arriver. Absolument. Et de toute façon, je ne veux pas être trop pessimiste et trop négatif, hein, mais même si on fait quelque chose, ça va arriver. Parce que de toute façon, il y a une telle inertie dans ces questions climatiques que tout le CO2 qu'on a rejeté dans l'atmosphère, il ne va pas s'évaporer comme ça par magie. Même si on cesse aujourd'hui, et ça devrait être la solution, ça devrait être le bon sens, devrait être celui-là, si on cesse aujourd'hui d'émettre du CO2 en arrêtant tout de suite de consommer du pétrole, en arrêtant de brûler du gaz, en arrêtant de couper des arbres, etc., de toute façon, il va falloir des décennies avant que le climat se rétablisse. Les égoïsmes également. Mais il faut lutter contre les égoïsmes, bien sûr. Léa. Greenpeace était... Pas de son. Oui, voilà. Oui, pardon. Vous avez parlé des actions que vous menez, mais Greenpeace est également une association qui réfléchit et qui fournit des expertises. Vous nous en avez parlé, vous avez rédigé des scénarios pour une révolution énergétique en France. Vous pensez que la France est capable d'avoir comme ressource uniquement des énergies renouvelables en 2031, s'il y a une volonté politique qui est actuellement absente, mais si elle était là. Et je me demandais si dans votre scénario, la Corse jouait un rôle particulier, de par sa position géographique, ses ressources en soleil, en vent, en énergie. Alors, bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse très précise, ou en tout cas pas de réponse très technique.
Oui, d'une part, c'est possible, mais aujourd'hui, plus personne ne le conteste, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement Greenpeace qui dit que la France peut se tourner vers un avenir fait de 100% d'énergie renouvelable.